Bonsoir Erev Tov, très chers amis. C'est un immense plaisir, comme tous les jeudis soirs, d'être avec vous pour échanger sur la paracha, pour étudier la Torah. Alors attendez, parce qu'il faut que j'appuie encore sur un bouton. Voilà. Et Be'ezrat Hashem, nous allons ensemble découvrir les saveurs, les chidushim, la lumière de la Torah. Be'ezrat Hashem, le shiur de ce soir est dédicacé à la refoua shelema de tous les malades du Ham Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur envoie une bonne santé très vite, mais Ezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, et pour la Hatzlacha, la Bracha de tout le Ham Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Cette semaine, on a entendu des nouvelles difficiles, avec ce qui se passe à droite à gauche, bien que Baruch Hashem, la guerre en Eretz Israël a l'air de se calmer avec les traités de paix qu'ils ont signé, mais Ezrat Hashem, qu'il y ait un shalom amiti, un vrai shalom, un shalom durable, et la bracha, la santé pour tout le monde. Moraï Verabotai, soyez la bienvenue sur Yeshiva Zoom, Sage Online, et nous allons tout de suite rentrer, Ezrat Hashem, dans le vif du sujet. Je voudrais ce soir étudier avec vous deux psukim, deux versets que nous allons relier à la paracha. Un premier pasouk qui se trouve dans Tehilim, au chapitre, au psaume 55, verset 23, Perek Nunhe, pasouk Chav Gimel. David Hamelech, le roi David, écrit dans ce pasouk quelque chose de fondamental et d'exceptionnel, comme tout le livre des Tehilim d'ailleurs. Il dit la chose suivante. Nous allons lire le pasouk et nous allons le traduire. Hashlech al Adonai yehavecha vehu yechalkelecha. Lo yiten leolam mot latzadik. Littéralement, Hashlech envoie, dépose al Hashem, sur Hashem, yehavecha. Yehavecha, Rashi traduit Masa'acha, c'est-à-dire ta charge, ton poids. Dépose sur Hachem ce que tu transportes. Demande, c'est plus que demander. Nous allons voir comment il faut traduire ce pasouk. Et celui qui dépose sa charge, son poids sur Hachem, alors vehu yechalkelecha. Rashi traduit Yisbol Masa'acha. Akadosh Baruch Hu supportera ta charge. Loïten le'olam mot la tzadik. Akadosh Baruch Hu ne laissera jamais le tzadik s'écrouler. Meridat regel. Il ne glissera, il ne tombera jamais. Il ne trébuchera jamais. Le Targum, dans Tehilim, traduit le mot mot, loïten le'olam mot, ça veut dire chusrana, chisaron. Akadosh Baruch Hu ne laissera jamais le tzaddik dans le manque. Akadosh Baruch Hu comble le manque du tzaddik. De quel tzaddik s'agit-il? Quel est le tzaddik qui bénéficiera de ce fait qu'Akadosh Baruch Hu transportera sa charge et lui ôtera tout manque soit-il? C'est celui qui sait déposer sa charge sur Hachem. David Amelech nous dit, quand tu as un poids, tu le prends et tu le poses sur Hachem. Et Hachem portera le poids de ta charge. Qu'est-ce que nous dit David Amelech? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nehiya bidvaro. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir. Le deuxième verset que nous allons étudier
C'est un pasouk dans Mishlé. Mishlé, écrit par Shlomo HaMelech, le fils donc du roi David. Il dit la chose suivante. Au Perek Chavbet, chapitre 22, verset 29. Chazita ish mahir bimlachto, lifne melachim yityatzav. Bal yityatzev lifne chashukim. Ou chasukim. Chasukim, ça a l'air. Non, chashukim. Le roi Salomon, Shlomo HaMelech, dit la chose suivante. Si tu vois, chazita, lorsque tu vois, ish mahir, un homme qui agit mahir bimlachto, avec zèle dans son travail, lifne melachim yityatzav. Par ce fait, il se tiendra devant les rois. C'est-à-dire celui qui est zélé dans son travail, il est mahir, il est pressé, il est zélé, alors ça lui donnera l'atout d'être choisi par les rois, et il se trouvera, les rois, les hommes d'autorité, vont lui proposer du travail, et ils vont faire appel à son savoir, à ce qu'il sait faire, parce que ce qu'il fait, il le fait avec zèle. Bal yitzatzev lifne chashukim, et cet homme ne se trouvera pas avec les gens du bas peuple. Ça veut dire que son zèle lui permettra d'être appelé par les hommes d'autorité. Nous avons deux psukim. Le premier, donc dans Tehilim, Perek Nunhe Pasuk Chav Gimel, où David HaMelech nous invite à déposer notre charge sur Hachem, et de ce fait, Akadosh Baruch Hu porte notre charge. Nous allons voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Celui qui agit ainsi, il ne connaîtra jamais de manque et il ne trébuchera jamais. C'est la promesse de David HaMelech. Et Rashi nous dit, dans Tehilim, que cette promesse lui est faite par Akadosh Baruch Hu. Ruach HaKodesh Meshiva Loken. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle au roi David et qui lui dit, quand tu as un poids, quand tu as une charge, eh bien dépose-la sur moi et je porterai ta charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si tu sais faire ça, eh bien tu ne connaîtras jamais d'embûche et tu ne connaîtras aucun manque dans ta vie. C'est incroyable comme pasouk. Deuxième pasouk que nous avons cité, c'est celui prononcé par Shlomo HaMelech, qui dit lorsque tu vois un homme zélé dans son travail, quel qu'il soit son travail, eh bien, il bénéficiera, de par son zèle, de se trouver devant les rois et il occupera une place dans la société, une place haute et non une place basse. Quel est le sens de ce pasouk dans Mishlé et celui de Tehilim et celui de Mishlé, et quel est le rapport qu'il y a entre ces deux psukim? Ça, c'est que nous allons travailler. Nous allons revenir sur ces deux psukim. Il y a le Rav, le Gaon et Tzadik, Rav Gabriel HaKohen Rabinovitch, Shalita. Il vit en Eretz Israël, un contemporain, un grand tzaddik, qui a écrit dans son livre Tiv HaTorah, je l'ai déjà cité quelques fois, Tiv HaTorah, il fait un constat exceptionnel dans notre paracha. Et je vais vous dire son idée fondamentale dans la paracha et dans la vie. Avec ce qu'il dit, nous allons revenir au pasouk dans Tehilim et au pasouk dans Mishlé. Vous allez voir, Be'ezrat Hashem, tout va se tisser de façon merveilleuse. Lui, Rav Rabinovitch, ne cite pas ces deux psukim.
Mais je vais utiliser son idée pour expliquer ces deux psukim. Alors nous allons lire d'abord un pasouk dans la paracha. Au chapitre 28, Perek Chafret. Prenons le pasouk. Perek Chafret, pasouk bet. Il dit quelque chose d'incroyable. Perek Chafret, pardon, pasouk bet. Donc nous sommes à la fin de la paracha. Tout le monde connaît l'épisode de la prière de Yitzhak et Rivka au début de la paracha pour avoir des enfants, et ils vont avoir, effectivement, Akadosh Baruch Hu va leur envoyer des jumeaux, Yaakov et Esav. L'histoire, c'est que Yaakov et Esav vont prendre deux chemins complètement différents et complètement opposés. Il y a par la suite la bénédiction de Yitzhak qui veut bénir Esav, mais qui se trouve par une ruse, une ruse réfléchie, comme explique Rashi. Ce n'est pas le sujet, c'est un sujet en soi. Yaakov Avinu va récupérer les bénédictions. C'est-à-dire que Yitzhak, au lieu de bénir Esav, il bénit Yaakov. Sur ce, Esav vient et manifeste son mécontentement et dit « Mais Yaakov, il m'a volé la bracha ». Alors Yitzhak va ensuite bénir Esav. Donc très simplement, de façon très superficielle, ce sont d'énormes sujets dans la Torah, dans la paracha et dans la vie, dans l'histoire du peuple d'Israël et des nations, de Esav et d'Om. Il y a la naissance, comme c'est écrit au début de la paracha, ou l'homme, mille hommes, Shene Goyim Bebitner. Le Navi va dire à Rivka, tu as deux peuples en toi, dans tes entrailles. C'est-à-dire que Esav et Yaakov vont donner naissance à deux nations. Ces deux nations vont être en conflit. Et Yitzhak va bénir ses deux fils. La façon dont ils sont bénis, ok, c'est un autre sujet. Mais au final, il bénit les deux. Suite à cela, Rivka, avant Rivka, on va venir d'abord au verset, au Perek Rav Zayin, verset 41. Esav éprouve de la haine et de la rancœur, de la netira, vaïstom Esav et Yaakov à la beracha, asher berecho aviv. Esav ressent de la rancœur envers son frère Yaakov, et il veut le tuer. Ve'aharga et Yaakov achi. Il veut tuer Yaakov. Lorsque Rivka est au courant du projet de Esav de vouloir tuer Yaakov, il va envoyer Yaakov. Comment elle lui dit? Vayugad le Rivka divrei Esav, vatikra le Yaakov, vatomer elav. Il veut te tuer, et donc, berach lecha el lavan achi harana. Écoute-moi, mon fils, ve'ata, beni shema bekoli. Rivka dit à Yaakov, écoute-moi. Comme elle lui a demandé de l'écouter au niveau des bénédictions. Yaakov, il écoute sa mère. Vekoum, lève-toi. Berach lecha, sauve-toi. El lavan achi, chez Lavan, mon frère, harana aharan. Donc, Rivka dit à Yaakov, sauve-toi chez Lavan, il va te protéger de Esav. Tu resteras avec lui, verset 44, tu resteras avec lui jusqu'à ce que la colère de ton frère soit apaisée. Verset 46, Rivka parle à Yitzhak et elle lui dit, j'ai envoyé Yaakov, je dis simplement le pasouk, je veux pas que Yaakov épouse une femme mibenot het. Voilà. Alors, lisons le début du chapitre 28. Yitzhak appelle Yaakov. Vayevarech oto, il le bénit. Ça fait 2 fois qu'il le bénit. Vayetzaveu, et il lui ordonne, Vayomerlo, et il lui dit, Lo tikach isha mibenot Kenaan. Ne prends pas pour femme une fille de Kenaan. Kum lech padena aran beta betuel. Va
dans la maison de Bethuel, Avi Imecha, le père de ta mère, donc ton grand-père, Vekach lecha misham isha, et va prendre une femme de là-bas, mi benot Lavan, des filles de Lavan, Achi Imecha, frère de ta mère. Donc Yitzhak accepte le projet de Rivka qui a dit à Yaakov d'aller chez Lavan. Il a donc le conseil de sa mère, et il a le conseil et même l'ordre, Vayetzaveu, Yitzhak ordonne à Yaakov d'aller chez Lavan, et il a la bracha de son père, Vekel Shaka Yevarech Otra, Veyafrecha, etc., Veitellecha, il va lui faire plein de brachot, et lui dit, tu vas aller chez Lavan, et tu vas épouser une des filles de Lavan. Ça, c'est la mission, la nouvelle mission que Rivka et Yitzhak ordonnent à Yaakov d'appliquer. Ensemble, c'est d'aller chez Lavan pour épouser une des filles de Lavan. Après, il y aura la paracha de la semaine prochaine où il va rencontrer Rachel et Léa, Bila et Zilpa, etc. Très bien. Donc c'est très clair. Regardez le constat que fait Rav Rabinovitch, c'est tout simplement merveilleux et je ne pouvais pas le garder pour moi. On va lire ce qu'il dit. Lorsque Yaakov sort de Be'er Sheva, il va quitter Be'er Sheva, et donc il se dirige vers Haran. C'est ce que sa mère, Rivka, et son père, Yitzhak, lui recommandent de faire. Donc il sait d'où il part et il sait où il va. Il sait très bien où il se dirige pour aller épouser une, voire deux, au final ce sera deux, mais pour aller épouser une fille de Lavan. Son père lui dit clairement d'aller prendre une fille de Lavan. Sa mère ne lui a pas dit clairement. Sa mère lui dit, va chez Lavan, je veux pas que tu prennes une fille d'ici, de Kenan, va chez Lavan. Mais Yitzhak, il lui dit clairement, Vela karta mi benot Lavan. On l'a lu dans le Passouk. Vekach lecha misham isham mi benot Lavan. Donc Yitzhak lui dit clairement, encore plus précisément que Rivka, tu vas aller à Haran chez Lavan et tu vas épouser une de ses filles. Donc tout est très clair, tout est prévu. Le programme de Yaakov Avinu, il est prévu, il est clair. On ne peut plus clair. Premier constat. Deuxième constat, nous dit Rav Rabinovitch. Le monde, Bene Haolam, il témoignait déjà, il proclamait, il disait que l'épouse, la Kala de Yaakov, se trouve chez Lavan. Vous connaissez le Midrash qui dit, sur un passou qu'on verra la semaine prochaine, les yeux de Léa étaient tendres, Aîné Léa Rakot. Pourquoi ? Parce que Léa pleurait beaucoup. Et pourquoi elle pleurait ? Parce que tout le monde disait, la grande épousera le grand et la petite épousera le petit. Ça veut dire que c'était établi que Léa doive épouser Esav et Rachel Yaakov. Lorsque Léa a entendu ça, elle a pleuré à Kadosh Baruch Hu, elle ne voulait pas épouser Esav. Donc, tout est prévu. Qui va se marier avec qui ? Il y a ici un double programme écrit. Premièrement, sa mère l'envoie chez Lavan. Son père lui dit, tu vas épouser une fille de Lavan. Et c'était reconnu, c'était clair, c'était reconnu que Léa doit épouser Esav et Yaakov doit épouser Rachel. Donc tout est clair, tout est prévu. Il savait, Yaakov, avant d'entreprendre ce voyage, il savait où il allait
et il savait pourquoi il allait et qu'est-ce qu'il allait faire là-bas. C'était on ne peut plus clair. Vous êtes d'accord, vous prenez votre voiture, un billet d'avion, de train, etc., de tramway, de ce que vous voulez. Vous savez d'où vous partez, vous savez exactement où vous devez aller, et vous savez exactement pourquoi vous y allez. Donc pour Yaakov, le programme est dessiné, le programme est scellé. Regardez ce qu'il dit Rav Rabinovitch. Et pourtant, nous voyons que depuis le moment où Yaakov Avinu, il va à Padena Aram, jusqu'au moment où il va effectivement épouser Rachel et Léa, combien de temps ça va lui prendre? Ça va lui prendre 21 ans. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous enseignent, et Rashi le rapporte, que Yaakov Avinu, il va d'abord aller 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever. Ensuite, il arrive chez Lavan, chez qui il va travailler d'abord 7 ans pour épouser Rachel et Léa. Et seulement après 21 ans, il va épouser Rachel et Léa. C'est incroyable. Ça veut dire que l'histoire, le programme de Yaakov est prévu, est établi par sa mère, par son père, par tout le monde. Tout le monde dit, Yaakov, il va épouser une fille de Lavan. C'est effectivement ce qui va se passer. Mais ce programme écrit, dessiné, va lui prendre, le projet établi ne veut pas dire un agenda temporel défini. Vous avez raison. Et d'ailleurs, je me pose la question. Est-ce que Yaakov Avinu, il savait, entre guillemets, que cela allait lui prendre 21 ans avant de réaliser ce programme établi, ce projet dessiné? Je ne sais pas s'il savait depuis le début ou pas, Ani lo yodea. Mais regardez, on n'a pas fini l'idée de Rav Rabinovitch. Il dit quelque chose d'incroyable. Parce que cette histoire de Yaakov Avinu, que ça va lui prendre 21 ans pour réaliser un projet clair et établi, Rav, ici, il va mettre en parallèle, il fait un travail extraordinaire, le mariage de Yaakov à celui que nous avons vu la semaine dernière, celui de Yitzhak. Lorsque Abraham a cherché une épouse pour Yitzhak, pour lequel il va envoyer Eliezer chercher une jeune fille. Que même Eliezer il dit oui, mais peut-être que les filles de là-bas elles voudront pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est pas clair. Là-bas, rien n'est dessiné, rien n'est prévu, comme on dit aujourd'hui. Et pourtant, ça veut dire qu'au moment où Abraham, il envoie Eliezer pour chercher une kala, pour chercher une jeune fille à marier à son fils, il ne savait pas Adaïn loela al da'ato be'aïn yavo ezro. Abraham ne sait pas ce que Eliezer va lui rapporter comme kala pour Yitzhak. Ou mitiezo shetis damen lefanav. Mais il savait tout autant la famille où cherche. Oui, mais il lui dit tu vas chercher. Mais il lui dit pas c'est là-bas que tu vas la trouver. À la différence de Yitzhak, et puis même Eliezer, il dit mais peut-être que ça va pas marcher. Peut-être que la jeune fille elle voudra pas. Alors Abraham il lui dit si elle veut pas, alors tu seras libéré de ma chevoie. On le sent, on le voit même dans les psukim que Abraham n'est pas certain. Il va même faire jurer Eliezer. Lorsqu'on lit bien les psukim, il fait le constat, le Rav ici, nous voyons que le mariage de Yitzhak n'est pas aussi programmé, n'est pas aussi dessiné. Je croyais que Lavan avait dit à Yaakov, si tu veux Léa, tu dois travailler encore 7 ans. Non, attention. Je vais revenir à ce que vous dites.
Nous voyons, je vais d'abord répondre à votre question, on va revenir à ce que dit le Rav par la suite. Yaakov, il va quitter ses parents. Ils lui disent, tu vas chez Lavan. Donc c'est très clair, il sait où il doit aller. Et il sait que là-bas, il doit épouser une des filles de Lavan. C'est ce que son père lui dit. Revoyez le verset, il est très clair le pasouk. Vekar lecha misham isha mibenot Lavan. C'est très clair. Très bien. Yaakov Avinu, il fait ses valises. Où il se dirige? Il va d'abord à la yeshiva de Shem et Ever. Et là-bas, il va rester 14 ans. Au terme de ces 14 années où il a étudié chez Shem et Ever, il se dirige ensuite, donc il y a déjà 14 ans qui se passent. Ensuite, il se dirige chez Lavan. Arrivé chez Lavan, il dit, je vais épouser Rachel. Lavan lui dit, tu dois d'abord travailler 7 ans. Il va travailler 7 ans. Ensuite, il va lui donner Léa. Au bout d'une semaine, il va lui donner Rachel, mais il va lui dire, tu dois travailler encore 7 années. Est-ce que c'est clair? Yaakov, il ne va pas directement réaliser le programme. Il va d'abord chez Shem Ve'ever. Et de là-bas, il va chez Lavan où il doit attendre encore 7 ans. De savoir à l'avance ce qui va se passer impose peut-être encore plus de Yishuadat, d'où le terme, pardon, j'ai pas eu le temps de lire toute la ligne, d'où le terme d'où le temps. Pourquoi si c'est prévu? Pourquoi Kali Yishuadat? Je vous donne un billet. Je vous donne... Je ne sais pas pourquoi il est parti là-bas d'après Chazal. Je ne veux pas rentrer dans ça. Il va là-bas pour se protéger de Esav. Mais au bout de 14 ans, il va sortir et Esav, il le poursuit, etc. S'inscrire dans quelque chose de prévu, c'est plus dur. Pourquoi? Pourquoi c'est plus dur? Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi? Pourquoi c'est plus dur? Vous donnez un billet à quelqu'un, un billet d'avion, un billet avec une mission. Ce temps est un faux temps. Oula! Ça veut dire quoi, le temps est un faux temps? C'est une réalité qu'il a attendu 21 ans avant d'épouser sa première épouse. Et pourquoi c'est plus dur? Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est très clair, vous donnez un billet d'avion à une personne, vous lui donnez l'argent qu'il a besoin, il dit, on n'a pas choisi ce qui est prévu, et on doit s'y imprimer dedans. Oui. Yaakov, il a Kibboud Avem pour son père et pour sa mère, comme on le voit dans la paracha. Sa mère lui dit, tu vas chez Lavan. Son père lui dit, tu vas chez Lavan. Il dit, oui, mais je dois juste faire un petit passage chez Shem Ve'ever. Ok, reste là-bas une semaine, reste là-bas 1 an. Pourquoi il va rester 14 ans? Anilo Yodéa. Bon, il avait besoin d'étudier la Torah, mais il n'était déjà pas très jeune, il n'avait pas 14 ans. Mais tu as un programme qui est établi par ton père et par ta mère, c'est des Lévim, c'est Yitzhak et Rivka. Pourquoi il y a tout ce temps qui se passe, Anilo Yodéa? On va voir qu'est-ce qu'il va dire, Abramovitch. Mais je ne comprends pas pourquoi vous dites que lorsqu'il y a un programme qui est établi, c'est plus long, c'est plus dur. Pourquoi vous dites, je ne comprends pas, c'est un temps qui est un faux temps, il faut m'expliquer, et c'est incroyable. Vous donnez un billet d'avion à une personne avec tout ce qu'elle a besoin, et vous le missionnez, il revient 6 ans après, car... Et alors si on ne le choisit pas? Mais de toutes les façons, il va le faire. Il ne dit pas à ses parents, non, je ne veux pas une fille de Lavan, je veux une fille de quelqu'un d'autre. C'est une grande question. Est-ce que les parents... Vayet savez-où? Yitzhak, il lui donne un ordre. Vayet savez-où? Le terme est fort. Je n'ai pas eu le temps de regarder les pirouchim sur Vayet savez-où, mais il lui donne un ordre. Il a un ordre de son père. Pourquoi c'est plus long? Je ne comprends pas ce que vous dites. Sur la chose... Si la chose va arriver, quelle est l'importance du temps? Ah. Nous allons le voir dans le pasouk. Ça, c'est le pasouk dans Mishlei. Chazita ishmair bimlachto. D'abord, effectivement, il y a ici une question. Pourquoi? Est-ce que le temps change quelque chose à la mission? Alors, le temps, c'est un grand sujet dans la vie, de couple d'ailleurs, parce qu'on n'est jamais à l'heure. Le khatat, il arrive sous la roupa, et il doit attendre une demi-heure la kala qui arrive. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, chez nous, dans la Torah, pourquoi ils n'arrivent pas ensemble sous la roupa, et après toute la vie, c'est ça, monsieur arrive, il doit attendre madame elle est prête, monsieur il n'est pas prêt, il n'a pas fini de se raser ou de mettre son parfum, Adilo Yodéa. Non mais en tout cas, à part ce petit jeu de temps qu'il y a dans le couple ou dans toute chose dans la vie, et
Cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a raconté, cette semaine, hein, incroyable, il avait un rendez-vous avec un client à 8 heures du matin. Il doit aller chez le client. C'est mon fils qui m'a raconté ça. Il avait un rendez-vous et il doit aller chez le client. Il vend des produits où il doit être chez le client pour lui expliquer, etc. Bref. Donc il avait rendez-vous à 8 heures du matin. C'était le jour où il pleuvait. Je crois que c'était lundi cette semaine. Il n'a plu, si je ne me trompe pas, ou mardi. Bref, je crois que c'était lundi. Bon, enfin, peu importe le jour. Non, c'est pas peu importe. Le temps est très important. Donc, comme il pleuvait, il y avait des bouchons. 8h10, il n'était pas encore arrivé chez le client. 8h10. 10 minutes. Pas 10 heures. Le client appelle mon fils et lui dit « Allô, monsieur Bergui, vous êtes en retard. » Mon fils lui dit « Bon, 8h10, ça va avoir 10 minutes de retard. On n'est pas dans une situation de vie ou de mort. Chasvé shalom. J'arrive. » Qui plus est, il lui explique, il lui dit « Écoutez, je suis sur la voie rapide, il y a des bouchons, il pleut, j'arrive. » Le client, il commence à s'emporter, et mon fils, bon, je le fais très vite, mon fils lui dit « Écoutez, monsieur, ça se passe très mal entre nous, au revoir. » Il m'a dit « Je l'ai laissé tomber. » 10 minutes. Le temps, c'est la vie. Pour certains, le temps, c'est de l'argent. Pour nous, le temps, c'est de la vie. Dans la Torah, le temps, c'est pas l'argent. Le temps, c'est la vie. Il y a... Regardez, je vais effet boomerang. Je vais vous renvoyer votre question. Votre constat. Les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. D'après le Pshat Pachout du Passouk, ils devaient arriver en Eretz Israël en combien de jours? Si je ne me trompe pas, on verra dans Shemot, Vaïm et Shalach, ils devaient arriver en Eretz Israël en 11 jours. Combien de temps ils ont mis au final? Vous savez combien de temps les Israéliens sont restés dans le désert? Il y a quelqu'un qui sait combien de temps ils vont rester dans le désert? Il y a quelqu'un? Allô, allô? Voilà, ils vont rester 40 ans dans le désert. Alors si je reprends votre constat, voilà, 40 ans. Donc si je reprends votre constat, je vais dire, bah c'est pas grave, qu'ils aient traversé le désert en 40 ans ou en 11 jours, ça change rien, puisqu'au final, ils y arrivent. Mais ils ont perdu 40 ans dans le désert. Même si c'est passé des grandes choses, bien évidemment, mais ils ont perdu 40 ans. Vous savez, c'est quoi 21 ans dans une vie d'un homme? C'est une illusion de penser qu'on peut maîtriser le temps. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, alors avançons dans l'idée de Rav Rabinovitch. Parce que Rav Rabinovitch nous dit, poursuivons, vous allez voir, c'est extraordinaire. Donc, d'un côté, nous avons Yitzhak. Ça veut dire que Yaakov avait une avoda à faire dans ce temps, comme les Israël pendant les 40. Tout à fait. Et il va faire cette avoda, puisqu'il va 14 ans à la yeshiva et 7 ans, il va travailler chez Lavan. En quoi cela lui était nécessaire? C'est une question à laquelle il faut réfléchir. Terminons l'idée fondamentale et fantastique de Rav Rabinovitch. Yaakov, il a un programme prévu. Mais la réalisation de ce programme va prendre 21 ans. Alors que son père Yitzhak, quand il s'est marié, lorsque Yaakov il envoie Eliezer, il n'y a pas de programme. Puisque Avram, il ne sait même pas où il faut aller chercher une jeune fille. Et pourtant, Eliezer franchit la porte de chez Lavan, de chez Avram. Il franchit la porte. Et tout se passe à une allure et à une vitesse. En un jour, il dit Rashi, un jour, il a trouvé Rivka. Pardon. Oui, c'est ça, en un jour. Kaftsalo aderer. Beyom she'alar, beyom she'chaza. En un jour. Kaftsalo aderer. À peine il arrive, il voit Rivka. Il passe une nuit chez Bethuel. Le lendemain, il revient avec Rivka. Incroyable. Il dit Rav Rabinovitch, c'est incroyable. D'un côté, nous avons un homme où tout est prévu. Ça prend 21 ans pour se réaliser. D'un autre côté, nous avons un homme où rien n'est prévu et tout se passe en 24 heures.
Moi, j'ai trouvé cette idée fantastique. Vous la trouvez pas fantastique, cette idée? Et qu'est-ce qu'elle nous apprend et qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Nous allons avancer, Bezrat Hashem. Mais c'est extraordinaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rien prévoir dans la vie? Il faut se laisser aller? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout prévoir? On va essayer de donner quelques indications pour structurer le débat. Ça, moi j'ai trouvé c'est extraordinaire. Là où dans la vie on prévoit tout, ça se réalise pas comme on veut, ou ça se réalise, mais à la longueur, à la longue. Et lorsqu'on prévoit pas tout, ça va plus vite. C'est bien sûr, le temps est élastique. Ici, ce n'est pas qu'une question de temps. Ici, le Rav, ce qu'il veut faire remarquer, c'est un autre point que nous allons développer à travers les psukim. Mais d'abord, ça, c'est l'idée fantastique. Pourtant, Eliezer, lui, avait fait tout un scénario. Quel scénario? Et est-ce que ça se passe comme lui aussi l'a fait? Lui, il s'est imaginé, mais personne ne lui a demandé de dire la fille à qui je demanderai de l'eau. C'est lui qui a inventé ça. Abraham, il lui a rien dit. Je vais lui dire, elle va me dire, oui, mais ça, c'est lui qui se l'a inventé. Personne ne lui a demandé de faire un truc pareil, de tester la jeune fille. Vous voulez dire prévu? Par qui alors? Je ne sais pas. Pourquoi Yaakov a accepté de patienter 7 ans de plus? Mais ça, c'était la condition de son beau-père. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pour se marier avec Rachel, il fallait attendre 7 ans. Donc au final, il aura Léa et qu'il doit travailler encore 7 ans. Ça, c'était les conditions de Lavan. Ça, il faut demander à Lavan. Mais s'il n'acceptait pas la condition, eh ben, il ne peut pas se marier avec la fille de Lavan. Donc, ça, c'est l'idée, moi je la trouve fantastique, de Rav Gabriel à Cohen Rabinovitch. Yaakov Avinu, où tout est prévu, tout est sur papier, ça prend du temps. Et là où rien n'est prévu, ça se réalise en 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi l'idée qu'ils aient? Alors quoi? Alors on ne doit rien prévoir dans la vie, on croise les bras, on va dans la rue et on verra bien. Comme il a dit David Hameler, je vais où mes pieds m'amènent. Mais c'est une avoda. Quelle est l'idée qui se dégage? Est-ce que le constat, à quoi sert ce temps? C'est une bonne question. Mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Il faut se poser la question pourquoi chez Yaakov ça a pris du temps. Pourquoi Yaakov va 14 ans? Vous avez des bonnes questions, je ne sais pas, mais c'est un constat que fait le Rav, qui est écrit dans la Torah. Voilà, je le répète, on synthétise une dernière fois et on avance. Il y a encore des livres et du texte à découvrir pour comprendre un peu mieux tout ça. Chez Yaakov Avinu, où tout est prévu, ça change quoi alors? Il vaut mieux prévoir ou pas prévoir? Est-ce qu'il y a un avantage à aller vite? Il ne faut pas aller vite dans la vie, hein, chas v'shalom. La question, c'est pas est-ce qu'il faut aller vite ou pas. La question, c'est combien, parce que je crois que le titre, c'est tout prévoir, vice ou vertu. La question, c'est combien on doit prévoir comment on va dire, les échéances de nos projets, ou bien nos projets tout court. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ont des projets nobles. Je parle bien sûr des projets dans le travail, dans la Torah, dans ce que vous voulez. Un projet noble, même réfléchi. Et on prévoit, bien évidemment, la réalisation de ce projet. Mais voilà qu'il y a deux possibilités. Ou rien ne se passe comme prévu, et alors là, ça crée des frustrations énormes, de la colère, de la déprime, voire. Des fois, on déprime, on dit, mais attends, je comprends pas, tout était prévu. Mais combien de fois dans la vie on dit, tiens, il m'est arrivé quelque chose, ça, j'avais pas pensé. Alors, est-ce qu'il est plausible, en vérité, de tout prévoir? Eh bien non, on se rend compte qu'on ne peut pas tout prévoir. Oui, mais avec le temps, on comprend. On comprend quoi? Vous avez raison, avec le temps, on comprend. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Pourquoi ça a mis tellement de temps?
On comprend le comment Dieu. Pas Pourquoi ça s'est toujours. pas passé? Pourquoi ça s'est pas passé? Pourquoi ça a mis autant de temps? Pourquoi ça n'est pas allé dans le sens où on voulait que ça aille? Alors, oui et non, ça veut dire. C'est vrai que des fois, avec le temps, on comprend. Mais je crois aussi que des fois, avec le temps, on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive. On a une espèce, entre guillemets, d'émouna. On est ma'amine. Mais c'est un travail, il faut travailler cette émouna. Bon, Hachem, il n'a pas voulu. Mais il y a des projets où ça met du temps à se projeter et à mettre en place la réalisation du projet. Et où ça foire, rien ne se passe comme prévu. Les imprévus, si vous voulez, de la vie. Mais des fois, les imprévus, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé. Mais on ne peut pas tout penser. Ou, ou bien, deuxième possibilité, c'est que le projet, il va se réaliser, mais avec une élasticité du temps qui parfois est dérangeante. Parce que Yaakov, il a le projet d'aller se marier. Bon, si ça avait pris 1 an, on aurait dit, Yitzhak, il a eu de la chance, ça s'est passé en 24 heures, et Yaakov en 1 an. Mais là, c'est 21 ans. Alors, certainement, bien sûr qu'il y avait une avoda, il avait besoin de ça. On va dire tout ce qu'on va dire. Mais ça n'enlève rien du fait de ce constat. Moi, je le trouve fantastique. Je sens pas que vous le kiffez à fond. Ce que dit ici Rav Rabinovitch, c'est que pour celui que tout est prévu, ça prend du temps. Pour celui où on ne prévoit pas, ça se passe en 24 heures. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Quelle est la bida? Quand on envisage quelque chose de bien, le temps joue en notre faveur. Alors ça, il faudra expliquer. Vous posez la question, mais un peu différemment, c'est intéressant. Il faudra expliquer qu'est-ce que Yaakov il a gagné de ses 21 ans pour se marier, pour avoir des enfants. Parce qu'au final, il va se marier à 84 ans, si je ne me trompe pas. J'ai oublié. Mais en tout cas, 21 ans, c'est beaucoup. Imaginez un enfant, il dit à ses parents, voilà, j'ai trouvé une jeune fille, Baruch Hashem, on a échangé par WhatsApp, on a échangé par tous les réseaux sociaux, et on a le projet de se marier, Bezrat Hashem. Et alors, Baruch Hashem, les parents sont contents, bien sûr, on demande des renseignements, c'est qui la jeune fille, c'est qui la famille, tout va bien, c'est une super famille, c'est une super jeune fille, elle a un travail, elle est dans la Torah, tout ce que vous voulez. Il dit, quand est-ce que vous allez vous marier? Dans 20 ans. Aujourd'hui, les jeunes, ils trouvent des filles, 3 ans après, ils ne sont pas encore mariés. Où on est? Ribono shel olam. Alors maintenant, imaginez votre enfant, il vous dit, non mais attends, maman, d'abord on finit les études. Maman, papa, bien sûr, on finit les études. Regarde, on n'a que 23 ans. Alors, à quel âge tu vas finir les études? Il y en a, ils finissent les études, ils ont 30 ans. Ah, tu vas attendre 30 ans pour te marier? Eh ben oui, on finit les études. Bon, d'accord, allez, attends les études. 29 ans, il a son diplôme. Alors, pourquoi tu te maries pas? Il dit, attends, maintenant, il faut mettre de l'argent de côté, il faut travailler, il faut que j'ouvre un cabinet ou un commerce. Je vais mettre de l'argent de côté, puis quand j'aurai 1 million, j'achèterai une maison. Mon fils, tu auras 45 ans. Eh ben, maman, il me faut 25 ans pour me marier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est énorme, 20 ans. Un enfant qui dit à ses parents, j'ai trouvé une jeune fille, il me faut 1 an. Allez, 2 ans. Bon, tu finis les études, tu mets un peu d'argent de côté. Allez, 10 ans. Ok, allez. Mais 21 ans. Non, mieux, il vous dit, j'ai trouvé une jeune fille, mais je vais d'abord aller 14 ans à la yeshiva. Mon fils, marie-toi et après tu vas à la yeshiva. Non, non, je vais d'abord 14 ans à la yeshiva. Ça vous percute pas, ça? Moi, ça me percute de ouf. Mais c'est surtout dans son parallèle avec Yitzhak, où là-bas, tout se passe en 24 heures. Vous comprenez, là? Bien sûr que le temps, mais le temps, il est bénéfique, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les jeunes, ils se marient plus. Ou peu. On attend, on verra, on va trouver. Attends, celle-là, elle n'est pas comme ci, celle-là, elle n'est pas comme ça. Et les années, elles passent, les années, elles passent, les années, elles passent. Et malheureusement, à 25 ans, à 30 ans, ils ne sont pas mariés. Et après, ils veulent plus se marier. Chazve Khalila. Ces opposés ne servent pas à un enseignement. Peut-être, bien sûr, on va essayer de trouver. Bien sûr, c'est quoi l'enseignement? Alors, on va avancer. Très bien. Maintenant, je vais revenir aux 2 psukim que j'ai cités en préambule. Le premier pasouk, le premier verset que nous avons dit,
c'est le pasouk de Teilim. Hashlech al Hashem Yahavecha. Sur ce pasouk, il y a une Gemara extraordinaire dans Masechet Rosh Hashanah. Regardez comment la Gemara, elle m'a expliqué ce verset dans Teilim. Masechet Rosh Hashanah Daf Chavav Amud Bet, 26b. Au milieu de la page. La Gemara d'abord nous dit Lohavu yade Rabbanan may hashlech al Hashem Yahavecha v'yuchal kelecha. Les Chachamim, quand ils sont arrivés à ce pasouk dans Teilim, où David Amelech, il nous dit, tu prends ton poids, tu te décharges, tu le mets sur Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu portera ton poids. Les Rabbanan n'ont pas compris, ils ne savaient pas, Lohavu yade Rabbanan. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, David Amelech? Ça veut dire quoi? Décharger son poids sur Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit, David Amelech? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On sait ce que ça veut dire quand tu as un sac qui est lourd, tu demandes à quelqu'un de t'aider, ou tu le mets dans le coffre de la voiture, je comprends. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi avec Hachem? Ça veut dire quoi? Je me décharge, je le mets sur Hachem. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas compris. Incroyable. La Gemara poursuit. Rabba Barba Hana, un maître du Talmud, Yom Achad, un jour, Ava Azilna Behade Hawitayara. Il raconte, Rabba Barba Hana, qu'un jour, il était en chemin, et sur son chemin, il a rencontré un commerçant. Tayara, un commerçant. Ça arrive sur la route, vous êtes dans l'avion, dans le train, vous êtes assis à côté de quelqu'un, vous discutez. Bon, là, c'était pas le train ou l'avion, il marchait. Rabba Barba Hana, il était sur sa route, et puis sur sa route, il rencontre un commerçant. Et Rabba Barba Hana, il dit, Havadarina Tuna. Il dit, je portais mon sac sur mes épaules. Il avait son sac à dos, il avait un sac en bandoulière, ou je ne sais pas comment. Il dit, sur mes épaules, j'avais mon sac. Donc je marchais sur ma route avec mon sac, et le commerçant est à côté. Donc il papote, il discute, il bavarde. Vers Marly. Et voilà qu'à un moment donné, le commerçant, il a vu le rabbin, comme on dit aujourd'hui. Il a vu le Rav avec son sac à dos, peut-être qu'il était fatigué, il a vu que c'était difficile, en tout cas, c'est pas écrit. Le commerçant dit au maître, Shekol Yehavach Ushde Agablai. C'est les mots du Talmud de la Gemara. Il lui dit, prends ton sac à dos et dépose-le sur mon chameau. Ah, il dit, maintenant j'ai compris le pasouk. Moi, j'ai rien compris. Les sages du Talmud étudient le pasouk dans Teilim. Hashlech al Hashem Yahavecha v'yuchal kelecha. Lo iten leolamot la tzadik. Ils disent les rabbanan, mais qu'est-ce qu'il nous dit, David Amelech? On comprend rien. Jusqu'à ce que Rabba Barba Hana voyage avec son sac à dos. Et là, il rencontre un commerçant. Et là, le commerçant lui dit, Monsieur le rabbin, vous n'allez pas porter votre sac, mettez-le sur le chameau. J'ai un chameau, regardez, il porte les chameaux, ça transporte beaucoup de charges, beaucoup de poids. Il dit, mais déchargez-vous de votre sac, mettez-le sur le chameau. Alors Rabba Barba Hana dit, maintenant j'ai compris le pasouk. Akadosh Baruch Hu dit, regardez. Akadosh Baruch Hu dit, t'as un sac? Eh ben mets-le sur moi, comme Rabba Barba Hana, il a mis son sac à dos sur le chameau. Moi je comprends rien, Rabotai. Vous dites c'est comme Shomer Petaim Hashem. Alors ça n'a rien à voir avec Shomer Petaim Hashem, mais vous dites un peu l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fallu que Rabba Barba Hana voyage avec son sac. On avance avec Tmimout. Et comment? Comment ça se traduit? Comment? Regardez, on va lire les Mefarshim sur cette Gemara, sur ce passage de la Gemara extraordinaire. Ouh là là, il ne nous reste pas beaucoup de temps.
Il a fallu que, imaginez-vous, vous sortez, vous faites des courses, vous sortez de l'épicerie, vous sortez de n'importe où, et vous dites, oh là là, qu'il est lourd mon sac. Et puis, vous rencontrez un voisin, une voisine qui vous dit, oh, cher ami, cher voisin, chère voisine, vous rentrez chez vous? Oui. Ah ben, montez dans la voiture, vous n'allez pas aller à pied, mettez tout dans le coffre, je vous amène. Maintenant, j'ai compris. Akadosh Baruch il dit, quand il y a un poids, tu le prends, tu le mets dans le coffre du bon Dieu, et le bon Dieu dit, je porte ton sac pour toi. Ça veut dire quoi? Regarde. On va lire les Mefarshim, quelques idées rapportées ici dans Metivta. D'abord, à quel moment David Amelech il a dit cela? Incroyable. Rashi, dans Teilim, Nouneh 55, Perek Dalet, Pasuk Dalet, donc sur ce Perek-là, au début de ce chapitre, il dit que ce Pasuk, David Amelech, il l'a dit parce qu'il avait, parmi les ennemis, c'est ce qu'on fait dans la Tfila. C'est peut-être ce que vous faites, mais c'est pas tout le monde qui fait ça, malheureusement. Regardez, on va arriver. C'est David Amelech, il avait parmi tous les ennemis qu'il avait, il en avait deux qui s'appelaient Doeg et Achitophel. Il faut lire l'histoire. Doeg et Achitophel, ils ont voulu faire couler David Amelech. Donc il a des ennemis qui le poursuivent, qui s'appellent Doeg et Achitophel. Alors David Amelech, il dit, j'en peux plus de mes ennemis. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, mais pourquoi tu t'en fais tellement? Pourquoi tu t'en fais tellement? Prends tes soucis. Yashlich de Agotav al Hashem. T'as un souci qui s'appelle Doeg et Achitophel, c'est pas des moindres. Eh ben, tu prends tes soucis, tu les mets sur le bon Dieu, et Akadosh Baruch Hu, il règle tes problèmes. Donc le temps d'Akadosh Baruch Hu est une aide pour comprendre nos difficultés, peut-être. Mais ça répond pas avec Yaakov. J'entends votre idée, elle est très bien, mais ça n'explique pas pourquoi Yaakov il a attendu 21 ans. On va pas faire le travail ce soir, surtout que le temps avance, il reste pas beaucoup de temps. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit quand t'as un souci, c'est David Amelech. Jusqu'au verset 23, il se plaint, il dit Hachem, j'en peux plus de mes ennemis. Akadosh Baruch Hu dit pourquoi tu te prends la tête? T'en peux plus de Doeg et Achitophel? Eh ben mets-les-moi sur moi, Al Hachem, et moi je m'occuperai de tes ennemis, je m'occuperai de tes soucis. Quand on a des ennemis, il faut dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'ai des ennemis, eh ben toi tu t'en occupes. Moi je fais comme s'ils n'existent pas. Ça c'est d'après Rashi, mais d'après le Radak et le Metsudat David, c'est pas Hachem qui dit à David, mets tes soucis sur ma tête. C'est David Amelech qui se dit à lui-même, il dit parce que c'est en vérité, c'est les gens qui lui disaient, mais tu as des ennemis. Il sait très bien que Doeg et Achitophel, ils lui veulent du mal. Mais tout le monde dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est David Amelech qui répond au peuple et qui leur dit, Yesh Leatil, il faut déposer la charge sur Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui va porter la charge à ma place. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui va sauver le tzaddik. Donc d'après Rashi, c'est Hachem qui fait une promesse à David. D'après le Radak et le Metsudat, c'est David lui-même qui a compris ça, de lui-même. C'est même pas Hachem qui... De lui-même, il a dit, mais non, mais ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas des soucis. Akadosh Baruch Hu va tout régler. On continue. Il ramène au nom du Gaon de Vilna. Ah, pardon, avant le Gaon de Vilna, qui ramène d'abord le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni dit que ce pasouk-là, et la puissance de ce verset qui dit « Décharge-toi sur le bon Dieu, et le bon Dieu, il va régler tes problèmes », c'est pas dit seulement les Hatzalam Irodfim, c'est pas dit seulement pour être protégé de ceux qui te poursuivent. Et là, l'école Tzorke Ha'adam. Ça, c'est dit pour tous les besoins de l'homme. C'est pas seulement quand il y a des gens qui te poursuivent, qui te veulent du mal. Tu as des ennemis, des concurrents ou je sais pas quoi. Tout dans ta vie, si tu prends, tu dis voilà Hachem, voilà toi tu t'en occupes. En vérité,
c'est une blague, Kaviachol. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie un souci, et tu dis, Akadosh Baruch Hu, moi, je m'occupe pas du souci. C'est à toi de t'en occuper. Incroyable. Et en vérité, je vous le dis maintenant, parce que j'ai peur de l'oublier, parce que le temps avance, mais ça, ce yesod-là que je veux ramener à Rav Rabinovitch, il prend un sens extraordinaire dans le couple. Parce que tout le couple, c'est ça. Tous les gens qui divorcent, ou ils sont ma'aboul, pardon, j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous, et Iratson qu'il n'y en aura jamais plus, ou ils sont un peu dérangés de la cervelle, ou c'est des gens qui disent « Mais moi, j'avais pas prévu ma vie comme ça !» Madame, elle dit « Mais moi, vous divorcez au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 1000 ans, parce que j'avais pas prévu comme ça. Mon mari, il correspond pas à ce que j'avais prévu. » Où l'homme dit « Ben oui, d'accord, c'est sympathique, mais c'est pas la femme que je me voyais vivre. C'est pas ça que j'ai prévu. » Ce yesod-là de Hashklech al Hashem yavra ve'u yechalkelecha. Leolam lo yiten leolam mot la tzadik. C'est vrai. D'abord, David Ameler, dans son histoire où il a des rodfim qui le poursuivent, le Yalkut Shimoni dit que c'est valable dans tous les domaines de la vie. C'est ce qui nous permet l'élasticité. Pardon si vous voulez renvoyer Mechila. Ce qui nous permet l'élasticité. Oui, vous voyez, l'élasticité intellectuelle, rebondir. Alors, c'est l'élasticité intellectuelle qui va rebondir dans l'imprévu, mais c'est l'élasticité dans tous les domaines de la vie. Et je dis, puisque ce yesod-là, je me permets, Akadosh Baruch Hu m'a mis ça dans la tête, j'ai fouillé, j'ai cherché, puisque le Yalkut Shimoni dit que ça c'est valable dans tous les domaines de la vie, et il ramène au nom du Zohar, et au nom du Sha'arei Kedusha, et au nom du Midrash Shmuel, Uva Pasukze al Dagot Apardasa. Le Zohar HaKadosh, le Sha'arei Kedusha et le Midrash Shmuel, ils disent que ce pasuk est dit sur le souci des finances, de l'argent. À un moment donné, il faut se dire, et peut-être que c'est au début, au milieu, à la fin, il faut travailler cette mida de se dire, eh bien, l'argent, c'est le bon Dieu qui le règle. Voilà. Mais, puisque je fais le lien avec ce que dit Rav Rabinovitch, ce yesod-là, il est écrit dans le couple. Et du couple, on va rebondir à toutes les situations de la vie. Parce que dans le couple, ça a un sens vital. Si tu penses dès le départ que tu as prévu ta vie avec ta femme ou avec ton mari de telle ou telle façon, et que si ça rentre pas dans un cadre, alors tu n'as plus rien à faire avec ton couple, tu n'as rien compris à l'histoire du couple et à l'histoire de la vie et à notre relation avec Hachem et à notre relation avec l'autre. Il y a quand même trop de prévoyance pour attendre 20 ans. Je ne parle pas de Yaakov Avinu, comme le dit le Rav, d'ailleurs, il le rappelle. Yaakov Avinu, c'est Emet, c'est la Merkava. Yaakov Avinu, c'est... Je ne parle pas de Yaakov Avinu, mais on s'inspire de la façon dont la Torah raconte l'épisode de son mariage. À mon échelle, qui n'en est pas une, c'est même pas un escabeau, l'idée qui en ressort, c'est que lorsqu'on prévoit tout et lorsqu'on prévoit trop, eh bien, il y a des imprévus qu'on ne sait pas gérer. Mais lorsqu'on prévoit, alors faut-il prévoir ou pas prévoir? Nous allons continuer avec le commentaire du Gaon de Vina, il nous reste quelques minutes. Oula, il est tard. Et Shabbat rentre tôt. Alors, on joue un peu, ça veut dire, on prévoit, et alors on fait quoi? Vous appelez ça, vous, l'élasticité intellectuelle. Mais tout à l'heure, vous avez dit une autre idée. Peut-être c'est la même. Ça veut dire, je prévois, mais dans ma prévoyance, je me dis, avec honnêteté, que c'est pas moi qui gère le monde, que c'est pas moi qui gère ma vie, que c'est pas moi qui gère mon argent, qui gère mon couple. Oui, j'ai un travail à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des projets dans la vie. Je dirais qu'il faut une élasticité dans tout ce qu'on fait dans la vie. Comme ça, ce qu'on va gagner, c'est deux choses, au moins. La première, c'est qu'on n'a plus de frustration. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, voilà moi, qu'est-ce que moi j'ai prévu? Parce que voilà comment je vois les choses. Voilà mon projet.
parce que comme ça je vois les choses, mais je ne vois pas tout. Donc, vous savez, moi, à la fin de la tfila, je vais vous dire un secret. Vous avez parlé de la tfila, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Moi, à la fin de la tfila, à chaque fois, je dis à Kadosh Baruch Hu, je dis, regarde, moi, je t'ai demandé 19 choses, les 19 bénédictions. La façon dont je les ai formulées, c'est comme ça que je les ressens. Mais peut-être que je me trompe. Alors, si je me trompe, ne me réponds pas à ce que je t'ai demandé et fais-toi ce que tu penses que c'est le mieux pour moi. Parce que si on s'enferme, si on s'emprisonne, si on s'emprisonne dans nos projets de vie, on s'étouffe. On devient nerveux. On divorce. On perd de l'argent. On perd de l'énergie. Bien sûr qu'on a un projet, mais on doit avoir de l'élasticité de se dire peut-être que je suis complètement en train de me tromper. Vous savez, j'ai déjà raconté un jour, j'ai fait il y a quelques années des cours pour les étudiants. Il y avait un étudiant en médecine. Alors, c'était un cours régulier tous les dimanches. Et alors, chaque fois, je lui demandais comment ça se passe. Je parlais avec les étudiants. Il me dit voilà, je suis telle année, telle année. Et il me dit ah, tu as tellement d'années, tout ça. Et un jour, il me dit j'ai réussi. Donc, les années, on a fait ce jour plusieurs années. Un jour, il me dit j'ai fini les études. Je lui dis Mazal Tov, Bezrat Hashem, c'est la bracha, etc. Et bon, après, on ne s'est plus vu, le chiour a arrêté, la personne qui l'organisait, elle ne pouvait plus. Bon, bref, les années se sont déroulées, écoulées, et quelques années après, je le revois, je lui fais alors, t'es installé où? Tu m'as dit, tu as fini médecine, il est où ton cabinet? Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a fait comme branche dans la médecine. Il m'a dit, je trouve pas de travail, c'est compliqué, blablabla. Bla. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais alors? Il me dit, je travaille dans un restaurant, je suis cuissetot. Je dis, quoi? C'est incroyable ce que tu me racontes. Je lui dis, tu es content? Il me fait, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire dans la vie, mais je travaille dans un restaurant. Mais toutes ces années que tu as fait Ribono Shel Olam, tu aurais travaillé dans un restaurant avant. Bon, bref, on prévoit dans la vie. Mais des histoires comme ça, c'est tous les jours. Pour finir, la petite histoire qui est vraie. Quelques années après, je le revois. J'étais dans une Sibra, une bar mitzvah, je lui fais, ah, comment ça va ton restaurant? Il me fait, non, finalement, j'ai fait 2 ans en restaurateur. Maintenant, je suis électricien. Ribono Shel Olam, combien des métiers tu vas faire dans ta vie? Incroyable. Il a travaillé dans la sécurité, etc. Bon, bref. Incroyable. Mais comme ça, il y en a plein. On prévoit de se marier avec un tel, finalement, on se marie avec l'autre. On a prévu de se marier avec lui, mais au bout de X temps, on ne sait pas pourquoi les gens qui se marient, ils ne prévoient pas de divorcer. C'est pas bon, écoute, on se marie pour 10 ans, puis dans 10 ans, on verra. Pourquoi les gens, ils vont pas au bout? Pourquoi ils s'arrêtent? Ah ben parce que c'est pas ça, parce que le couple, maintenant, il va plus dans le sens de mon projet. C'est pas grave. Laisse-toi, je reprends votre terme, laisse-toi, hein, comment vous dites? Vous dites, Madame Bokhara, vous dites, c'est l'élasticité. Mais comment vous dites, Madame Tsipora? Vous dites, un jour, vous m'avez dit, vous me permettez de le dire en public, un jour, vous m'avez dit, oui, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des feintes. Ça fait partie des feintes d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez, vous m'avez dit ça. Voilà, je le dis en votre nom, c'est la Mishnah dans Pirkei Avot. Il faut dire au nom. Hachem, il nous fait des feintes. Des fois, les feintes, c'est la fête. Des fois, c'est pas ça qu'on voulait. Mais il faut de l'élasticité dans tout ce qu'on fait. En vérité, vous savez ce qu'il faut? Il faut de la tolérance, oui, intellectuelle. Il faut de la tolérance, il faut de l'humilité. Il faut se dire qu'on ne détient pas tous les éléments de notre vie. On détient ce qu'on détient, on fait le choix parce qu'on a la Bechira, mais on laisse la place à Akadosh Baruch Hu. Je dirais même plus, c'est ça que dit le Gaon de Vilna. Il dit il faut laisser toute la place à Akadosh Baruch Hu. Ah, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu me demande de faire des projets si au final c'est lui qui fait ce qu'il veut? Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, Rav Schwartz il parle de ça, bon, une des raisons, on n'a pas le temps de tout développer, une des raisons, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on reconnaisse sa toute-puissance. C'est ça l'Aïmouna. L'Aïmouna et le bitachon, la foi et la confiance en Dieu. C'est pas j'ai confiance que ce que je veux faire, Hachem, il va m'aider à le faire. La confiance, hein, Akadosh Baruch Hu, le bitachon, c'est que j'ai confiance que ce que Akadosh Baruch Hu, il va faire, c'est
certainement mieux que ce que moi j'ai décidé de faire. Et que si c'est ça que je dois faire, alors je vais m'acharner vers Kadosh Baruch Hu, c'est ça que je veux. Je vais vous dire, ok, j'ai entendu. La confiance en Hachem, c'est de comprendre que ce qu'on vit, le projet, c'est peut-être Hachem qui nous les... C'est vrai. Oh, c'est très bien ce que vous dites, Madame Rebecca. Il y a un pasouk qui dit Kiou anoten lecha koach la sotra. Il y a un pasouk dans Devarim. Et là-bas, Onkelos traduit que Hachem ou noten lecha etza. Etza pour faire des nechassim. Oui, mais alors ça aussi, il faut prier. Qu'Akadosh Baruch Hu nous mette les bonnes idées dans la tête. Alors celui qui a une tête pure, c'est ce qu'on appelle les gdolim, c'est ce qu'on appelle les tzadikim. Pourquoi quand on va demander à un tzadik une aetza, ou tsu aetza, on va demander à un rav, il y a des gens, ils vont chez le rav, ils lui demandent une bracha. Rabban, exactement. Maintenant, vous allez voir tous les psukim qui vont sortir, c'est toute la Torah Kula. Vous savez, il y a des gens qui vont des fois chez les rabbanim, ils disent au Rav, voilà, je vais faire ça, faites-moi une bracha. Non, moi je te fais pas une bracha, c'est pas ça que tu dois faire dans la vie. Tu es complètement fou. Au Rav, on ne demande pas une bracha, on demande une aïtsa. Au rabbanim, au gdolim, au tzadikim, on ne demande pas une bénédiction. Bénissez-moi. Non. Si le Rav il veut te faire une bracha, il te fera la bracha. Et la meilleure bracha, c'est pas la bénédiction qu'il fait sur le projet que j'ai décidé. La meilleure bracha, c'est de suivre le conseil que ton Rav t'a donné. Parce que dans son conseil, il y a automatiquement sa bracha. Toi, tu viens et tu dis, Rav, faites-moi une bracha. J'ai ouvert une boutique. Mais c'est peut-être pas ça que tu dois faire dans ta vie. Demande. On demande pas qu'est-ce qu'on fait et après on demande une bracha. Mais si tu avais demandé avant, t'aurais dit, fais pas ça. T'aurais pas eu besoin de la bracha, tout cool. Et c'est ça qui dit le Gaon de Vilna, on n'a pas le temps de tout lire, mais le Gaon de Vilna, il est dans Teilim, sur son commentaire, surtout dans les Likutei Agra, il dit que si on laisse toute la place à Akadosh Baruch Hu, alors, mais il va ramener aussi plein de psukim, alors les choses, elles se déroulent sans qu'on les prévoie. C'est ça qui se passe avec Rabba bar bar Chana, il dit le Gaon de Vilna. Rabba bar bar Chana, premièrement, il n'a pas prévu de rencontrer un commerçant sur sa route. Deuxièmement, il n'a pas prévu que le commerçant il ait un chameau. Troisièmement, il n'a pas prévu que le commerçant il lui propose de mettre son sac à dos sur le chameau. Rabba bar bar Chana, il n'a rien prévu. Il a prévu de voyager avec son sac. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a mis en place ce qu'il avait besoin sans même qu'il le demande. C'est ça qui est incroyable. Parce que Rabba bar bar Chana qui devait voyager, il n'avait pas de chameau, il n'avait pas de voiture. Il dit, moi, je dois voyager. Mais tu y arriveras pas. Je dois voyager. On ne sait pas qu'est-ce qu'il devait aller faire. Dis-le, c'est pas écrit. Certainement, c'était pour faire une mitzvah, ou pour aller étudier à la yeshivé, ou pour faire quelque chose de bien. C'est Rabba bar bar Chana. C'est pas pour aller dans une boîte de nuit ou une boîte de conserve. C'est pas ça qu'il avait à faire. Il dit, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je fais tout ce que je peux faire. Akadosh Baruch Hu, il va mettre en place, tout simplement. C'est pas compliqué. Mais quand on met tout en place et on veut mettre Akadosh Baruch Hu dans notre projet et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il rentre pas, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est pas une pièce d'un puzzle qu'on est marquive dans le puzzle. Akadosh Baruch Hu, tu vas pas me dire qu'est-ce que je dois faire. Akadosh Baruch Hu, ils disent les tzadikim, quand on prie, il ne faut pas enfermer Hachem dans un scénario, j'y arrive. Ça qu'ils disent les tzadikim, mais fourrache. Akadosh Baruch Hu, dans la tfila, on lui dit pas qu'est-ce qu'il doit faire. J'ai jusqu'à présent du mal à me connecter à ces conférences via Zoom. Oui, et maintenant ça marche. Vous n'arrivez pas à vous connecter techniquement ou vous n'arrivez pas à vous connecter, comme on dit ce soir, intellectuellement. Donc j'en conclus, oui. Si vous voulez mettre le micro, avec plaisir. On va mettre le micro 1 minute. Comme ça, vous êtes quelques-uns, quelques-unes. Chacun, il peut dire un mot. Oui, si vous voulez dire quelque chose, Madame Rebecca. Vous n'arriviez pas à vous connecter technologiquement ou à vous connecter intellectuellement et lévaviquement? Ah, c'est Rivka Gershut. D'accord, moi je vois Rebecca. Ok, bonsoir Rivka. C'est plus clair? Ok, Baruch Hashem. C'est ça qu'il dit le Gaon de Vilna, il va ramener plein de psukim encore dans Mishlei Ve'od, c'est que Shlomo Amelech ici et David Amelech, ça veut dire, c'est ça veut dire, voilà, c'est-à-dire, oui, on prévoit, mais on veut, voilà, les parents, ils veulent que ça se passe comme ça avec les enfants, et puis si les enfants, ils font pas ce qu'ils veulent les parents, alors on devient dingue. Pourquoi? Mais qui sait, pourquoi tu vas, voilà, on emprisonne tout le monde.
on se pense Dieu de la terre, et on dit, c'est moi qui commande, voilà, on prévoit pour les enfants, on prévoit pour les petits-enfants, on prévoit pour les employés, on prévoit pour tout, on prévoit même pour le bon Dieu. Et le bon Dieu dit, mais je sais pas, moi, la moindre des choses, c'est me demander qu'est-ce que j'en pense. Dans la tfila, on suggère, ça veut dire, on dit que je voilà moi comment je vois les choses. Moi, c'est ça que je veux. Mais, si tu as prévu autre chose, alors qu'est-ce que toi tu as prévu? Yiratson, que Akadosh Baruch nous permette d'établir des projets avec cet espace qu'on laisse à Akadosh Baruch de faire tout ce que lui veut, et que nous on comprenne que ce qu'Akadosh Baruch il veut, c'est ça que nous on doit vouloir battre. Il y a tellement de textes qui vont autour de ça, mais le tout prévoir, d'abord c'est un mensonge, c'est un leurre. On ne peut pas tout prévoir. Combien de gens ils ont prévu des milliers de choses dans leur vie et il s'est produit des milliers d'événements. Ah, que je me dis, tu crois que c'est comme ça que ça va se passer? Ici, c'est moi qui commande, c'est pas toi qui décide. Donc, conclusion, Hachem a vu ma détermination et m'a aidé à me connecter. D'ailleurs, Chazakou Baruch. Voilà, Moravé Rabotai, et ça prend, pour conclure, et ça prend une dimension extraordinaire dans le couple. Je ramène ça à ce que dit Rav Rabinovitch. Merci beaucoup de vos brachot et de vos shvachim, et qu'Akadosh Baruch Hu, il vous le rende encore plus, mais Hashem par milliers et milliards de fois. Et ça prend, puisque je rattache ça au Yesod, au constat extraordinaire de Rav Rabinovitch, c'est, lui va le dire dans les mots Ishtadlut et Bitachon, je les ai dit dans mes mots, celui qui veut le texte, je peux lui envoyer. En tout cas, ça prend un sens particulier dans le couple. Mais le couple, ça se passe chez personne comme il a prévu. D'abord, tu vas découvrir ton mari, tu vas découvrir ta femme. C'est comme ça même dans le chidour. Il y a des gens, ils ont prévu pour leurs enfants, qu'est-ce qui va déclencher l'accélération? Ah, oulala, vous m'avez rappelé. Le pasouk, oulala, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je lisais, et c'est la providence. Oulala, merci que vous avez posé la question, parce que je lisais aujourd'hui un sefer extraordinaire, et il ramène au nom du sefer Haridim, et il dit c'est ça le pasouk. Oulala, j'allais oublier. Il dit c'est ça le pasouk qu'on a lu tout à l'heure. Il est là-bas, Maher, non, comment il dit? Ah, Chazita Ishmaïr Biblarto. Il ramène au nom du sefer Haridim, qui dit la chose suivante, Klomar, Melo Rov Marshavot Laolamazé, et là, mais Katser Veole, ou Masao Shel Olam, Yadiach la Kadosh Baruchu, Veuisa Masao Idbarach. Il dit le Sefer Haridim, c'est ça le sens du pasuk Razita Ishmahir Biblato. Un homme qui s'empresse dans son travail, c'est un homme qui se prend pas trop la tête dans son travail. Non pas qu'il le prenne à la légère, je suis pas en train de dire qu'il prenne à la légère, mais c'est un homme qui se dit je travaille, mais je laisse la place à Hachem de mener à bien mon travail. Et c'est pas j'amène Hachem dans mon projet, mais je fais ce que j'ai à faire. Il m'a demandé de choisir, il m'a donné des sensibilités, etc., etc. Donc, l'homme dans la vie fait tellement de marchavot, vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme athée dans son travail, c'est celui qui met pas toute sa vie, son énergie, son temps dans le travail. Il fait ce qu'il a à faire, et après il dit à Hachem, ben voilà, moi j'ai commencé. De toute façon, l'homme, il ne fait que le commencement, on est toujours dans Bereshit, et il laisse, et il dit, Vehu Adam Azariz, Shemaspik Rabot Bibechayav. Celui qui sait faire ça, il sait en faire beaucoup. Pardon, si vous voulez les dernières, enfin moi j'ai encore un peu de temps, mais je ne vais pas trop retenir, mais là, oui, j'ai pas vu ce que vous avez dit. Laisser la place à Hachem ne veut donc pas dire être fainéant. Ah non, pas du tout. Celui qui fait ça par fainéantise et par paresse, nous dit le Chovot Halvavot, il faut pas confondre la foi en Hachem. C'est pas qu'on inclut Hachem, c'est on laisse toute la place à Hachem dans tout ce qu'on fait. Il dit le Chovot Halvavot, il faut faire attention, il faut pas se tromper entre la paresse et le bitachon. C'est deux choses qui sont complètement... Celui qui dit non, j'ai confiance, mais en vérité, il reste allongé sur son canapé et il joue toute la journée, ou Stam il dort, ou Stam c'est un batlan, lui, il n'aura rien du tout. C'est bien écrit, Chazita Ishmaïr Biblarto, il fait, il agit, mais il dit à Hachem, voilà, moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, mais c'est toi qui fais tout, je te laisse toute la place. Je te laisse toute la place. Yiratson, Ezrat Hachem, c'est pour ça que il s'appelle Makom. Il y a encore tellement de choses à dire. Voilà, c'est l'idée fantastique que je voulais partager avec vous.
Pardon, je n'ai pas compris ce que fait Akadosh Baruch Hu. Ah, qu'est-ce que ça fait que ça accélère? Eh ben, lorsqu'on lui laisse la place, lorsqu'on dit à Hachem, vas-y, chaque Akadosh Baruch Hu, le temps n'existe pas. Et là, ça prend un sens que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit le temps, comment vous avez dit? Vous avez dit le temps, c'est un... Vous n'avez pas dit c'est un leurre, c'est imaginaire, je ne sais plus le mot que vous avez dit tout à l'heure, excusez-moi. Mais c'est ça, quand les choses, elles prennent du temps. Mais c'est ça qu'il a dit Eliezer la semaine dernière. Il leur a dit, une illusion, voilà, Hazak ou Baour. J'avais oublié votre mot. Mais c'est ça qu'il a dit Eliezer. Lorsque Bethuel, Lavad et la mère de Rivka, ils vont lui dire qu'elle reste avec nous quelques jours, quelques mois ou quelques années, il leur dit non. Alte acharuoti va Hashem itzlach darki. Ne me mettez pas en retard, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la hatzlacha. Lorsque, des fois, les gens, ils ont peur, ils disent ah, mais ça s'est tellement bien passé, ça fait peur. Parce que t'as pas géré. T'as pas géré, parce que Hachem, tu l'as laissé gérer. Alors, il y a Ratson qu'on laisse toute la place à Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que chacun, il doit faire ce qu'il a à faire, mais lorsque nous faisons ce que nous avons à faire, nous ne devons pas empêcher les autres à faire ce qu'ils ont à faire. Les autres, c'est notre conjoint, c'est nos enfants, et bien sûr et avant tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Un grand merci pour mon cher ami Rabbi Yonatan, Madame Bokara, Toda Rabba pour tout ce que vous faites. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha, vatzlacha, veyeshuot, banim ou les banim uskimato, mais mitzvot parnasat ma'osher vechavod. Un grand merci à tous les présents et les présentes de ce limoud, qu'on peut faire un travail ensemble. Bien sûr, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie des cascades de bénédiction, des cascades de brachot, des cascades de hatzlacha. Yiratson que se réalise en nous le pasuk Ashlech ala Adonai yavecha vehu yichal kelecha. Laissons nos paquets à Kadosh Baruch Hu avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Qu'Akadosh Baruch Hu porte nos paquets et ainsi on ne manquera jamais de rien. Loïtel leolamot la tzadik, des cascades de brachot et surtout pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Morai verabota yeshiva zoom Sage online avec le sourire. Je vous dis Shabbat Shalom, Besorot Tovon, Lechaim Tovim Shalom, à très bientôt. Que des bonnes nouvelles là, nous, ou le Chol Israël. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Kol Tuv. Shabbat Shalom, merci beaucoup.